Et passons à présent à un échange d'expérience, cette fois-ci avec Nestlé. Nestlé, que vous connaissez tous, c'est tout d'abord de nombreuses marques iconiques et qui sont présentes sur les tables des familles françaises depuis plus de 150 ans. C'est aussi 100 000 collaborateurs en France, 18 usines et 4 centres de recherche et développement. Le groupe s'est aussi récemment engagé à atteindre zéro émission nette carbone d'ici 2050, avec une ambition forte pour favoriser la transition vers un modèle agricole plus vertueux. Dans un instant, vous entendrez donc Christophe Cornu, le président de Nestlé France, et Mathieu Ovart, le directeur général et CDO de Nestlé France également. Ils seront interviewés par Flore Ségalen et par Julien Lévy. Mais avant cela, découvrons leur cas d'usage sur le Sales Recommendation Engine. Je crois que ça se prononce en anglais, on verra ça dans un instant. Une sorte de GPS pour optimiser la présence et prioriser l'action des équipes commerciales sur le terrain. En fait, notre équipe de vente représente 5 catégories en grande distribution. Les 5 catégories, ce sont les cafés, les chocolats, la nutrition infantile, le culinaire, mais aussi dairy qui représente les poudres chocolatées et les laits concentrés. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec cette gestion-là et avec toutes les actions qu'on a à mener auprès de la distribution, nos équipes sont totalement submergées d'informations et ont du mal à prioriser au sein de toutes les demandes qui sont faites. Donc notre problématique de base a été d'aider nos équipes, de chercher une solution pour simplifier le travail de nos équipes, les aider à prioriser à travers des informations les plus fraîches et les plus fiables possibles. C'est vraiment notre problématique de base, de manière à continuer avec nos clients à construire de la croissance et être capable d'être réactif par rapport à des problématiques qu'on vit en enseigne, par rapport à des problématiques catégories, et par exemple aussi pour que nos produits soient en place en magasin au moment des opérations promotionnelles ou publicitaires. Le nom du projet, c'est SRE, Sales Recommendation Engine. Et si je devais le résumer, c'est un GPS pour l'équipe de vente. Il est là pour recommander les actions prioritaires, les magasins à visiter prioritairement par notre équipe de vente. Le problème précis auquel le projet cherchait à répondre, c'est de permettre à nos équipes de prioriser leur activité en fonction des enjeux de chiffre d'affaires, en fonction des enjeux timing qu'on devait respecter, mais en même temps d'être réactive aux opportunités de croissance qu'on peut partager avec nos clients. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, quand on a des non-ventes de produits, la plupart du temps, ces non-ventes, on ne les gère qu'à l'occasion d'un rendez-vous client. Alors qu'à travers le projet SRE qu'on est en train de développer, on va avoir au quotidien des alertes auprès de nos équipes concernant ces non-ventes et nos équipes pourront décider du niveau d'action qu'elles vont mettre en place. Ça peut être un coup de téléphone simple à un client pour l'alerter sur le fait qu'un produit ne se vend pas, comme ça peut être un passage en magasin plus précoce qu'un rendez-vous prévu, de manière à mettre en place un plan d'action de correction. Et là, on trouve vraiment des éléments de croissance additionnelle, que ce soit pour nos clients et bien entendu pour nous, et des éléments de satisfaction consommateur. Alors, les premiers résultats, déjà, c'est une vraie implication des équipes pilotes terrain sur ce projet. Et ça, je pense que c'est la première réussite pour laquelle on peut se féliciter. La deuxième, justement, c'est que c'est la création de valeur qu'il y a pu y avoir grâce à ces projets. Et on se rend compte que finalement, en analysant cette data distributeur, en la retravaillant, on peut créer de la valeur à la fois pour Nestlé et pour les distributeurs. Concrètement, ça nous a permis d'identifier des problèmes de rupture avec des stocks fantômes qu'on peut justement remonter et agir directement en magasin et ou des problèmes par exemple qu'on a pu voir sur un problème d'étiquette prix qu'on n'aurait pas pu déceler sans cette solution-là parce que les produits étaient là mais on s'apercevait qu'il n'y avait pas de sortie caisse et donc c'est en creusant un tout petit peu qu'on a vu qu'il y avait un problème sur l'étiquette prix qu'on a pu résoudre ce problème-là.
Alors la principale morale que je pourrais tirer de cette expérience, c'est qu'à travers le partage de data qu'on peut avoir avec la distribution, on est capable de générer ensemble de la satisfaction consommateur et on est capable de générer ensemble de la croissance. Donc ça, c'est la première morale. La deuxième des morales, c'est que même quand on s'attaque à un chantier aussi difficile, à une page blanche, à travers l'engagement des équipes et la volonté de tous, on a réussi, à travers les équipes IT France et les équipes IT internationales, l'équipe de vente et l'engagement de chacun, à créer un projet qui est un vrai projet commun et un vrai projet qui démontre aujourd'hui déjà des premières générations de croissance, des premières générations de chiffre d'affaires additionnels en commun pour les distributeurs et pour nous. Un dernier enseignement, c'est que grâce à ce projet, finalement, ce n'est pas qu'un projet commerce et ce n'est pas qu'un projet Nestlé. On a vu, ça permet de créer de la valeur pour Nestlé et pour nos distributeurs, mais également aussi pour toute la supply chain et pour toute ce qu'on appelle l'industrie chez nous, donc les usines. Bonjour Christophe Cornu, bonjour Mathieu Auvert, ravi de vous voir aujourd'hui. Si nous revenons un peu sur ce cas, qui est un cas visiblement qui a beaucoup d'impact, tant sur les équipes que sur tous les métiers, en quoi diriez-vous qu'il est emblématique des cas data chez Nestlé ? Bonjour, merci pour l'accueil. Donc oui, la data chez nous, c'est un enjeu business, c'est un enjeu en fait de croissance. Et donc on parle vraiment là du cœur du réacteur pour une société comme la nôtre. On parle donc de les ventes et du marketing. Donc l'exemple qu'on vient de voir, ça concerne les ventes. C'est même la force de vente qui est un métier historique, un vieux métier comme on dit, où la place de l'humain, la place du rationnel est très très forte. On parle de gens qui connaissent le territoire, qui connaissent les chefs de rayon, les directeurs de magasins. On pourrait se demander, mais est-ce qu'ils auront besoin de data, d'IA, qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans ? Donc je tiens à rassurer tout le monde, la data ne va absolument pas remplacer nos vendeurs. On en a besoin, on est très très fiers de notre force de vente. Simplement, ça peut les augmenter, pas les artificialiser, mais les augmenter en leur apportant quelque chose. Là, le vocable qu'utilisé, c'est la data comme un GPS. Je pense qu'il résume très bien ce qu'on veut faire. Maintenant, si on soulève un petit peu le couvercle, il faut se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière. Il y a d'abord une énorme masse de données. On est en train de parler de données, de vraies données, pas des données de panels, d'études, de données extrapolées. Donc, c'est les sorties de caisse quand vous faites vos courses dans des magasins. Donc, on parle de milliers, de dizaines de milliers de magasins. On parle de centaines, de milliers de références tous les jours. Cette info, il faut qu'elle soit fraîche. Parce que si c'est pour regarder des historiques de vente d'il y a 1 mois, 2 mois, c'est intéressant pour une étude, c'est pas intéressant pour un vendeur. Donc ça veut dire qu'au jour le jour, il faut qu'on soit capable de les agréger, de les comparer. On a différents types de distributeurs. On en a vu un ce matin, on en a d'autres aussi, qui n'ont pas les mêmes formats. Donc il faut les mettre ensemble. Il faut pouvoir les lire pour pouvoir les utiliser. Donc une fois qu'on a fait tout ce travail d'agrégation, de concaténation des données, on va pouvoir commencer à jouer en faisant tourner des algorithmes, qui en fait vont regarder comment se comporte un magasin par rapport à son historique ou par rapport à un magasin similaire dans la même zone de chalandise ou qui a des clients ou une typologie qui est à peu près pareille. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire des recos aux vendeurs. Là, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va lui proposer, en plus de sa connaissance du secteur, en plus de sa routine, en plus de son calendrier de visite, des visites ad hoc qui sont proposées par la valeur générée, par le chiffre d'affaires qu'il faut aller faire. Et ce n'est pas du chiffre d'affaires théorique, encore une fois, c'est du chiffre d'affaires magasin par magasin, unité par unité. Voilà. Et donc, on voit bien que là, ça va aussi complètement changer le relationnel entre nos vendeurs et le chef de rayon et le directeur de magasin, parce qu'on va parler de vraies data, on va parler de choses extrêmement précises, d'une référence qui manque. Donc, c'est une vraie opportunité aussi dans la relation commerciale. Donc, on voit bien là comment la data infuse un vieux métier ou un métier traditionnel qui est vraiment au cœur de notre activité. Je disais, dans le cœur du réacteur, il y avait les ventes et aussi le marketing. Donc on utilise aussi beaucoup la data dans le marketing, bien sûr pour piloter mieux nos investissements médias, investissements promotionnels. Mais ce n'est pas qu'une histoire de ROI, ce n'est pas qu'une histoire d'impact, c'est aussi une histoire de pertinence. C'est évoqué ce matin avec la personnalisation. Donc proposer le bon produit ou passer le bon message à la bonne personne au bon moment. Vous n'avez qu'à voir dans la vie de tous les jours. Vous êtes abreuvé de réclames ou de publicités qui ne sont pas forcément pertinentes. Donc il y a un vrai enjeu de pertinence. Et c'est aussi un enjeu de responsabilité. On a, comme ça a été dit, un large portefeuille de produits. On est l'un des premiers industriels agroalimentaires en France. Donc on ne peut pas se permettre de spoiler, de polluer,
d'inonder nos consommateurs d'informations qui ne seraient pas pertinentes. Donc il y a aussi une dimension de responsabilité derrière. Et puis il faut aussi en faire un bon usage. Cette data-là, c'est chèrement acquis. Alors je ne parle pas de data comme des fichiers de cookies qu'on achète à des GAFA par milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers qui sont plus ou moins ciblés. Je parle vraiment de belles data, de data qualifiées qu'on a mérité d'avoir parce qu'on a réalisé un acte de vente, ce qu'on fait notamment avec Nespresso, ou quand on vend via un Carrefour ou via d'autres retailers, parce qu'on a proposé des services à nos clients, des recettes, des coupons, des coachings alimentaires qui font qu'ils vont venir s'inscrire chez nous. Donc c'est énormément de travail d'agréger cette donnée. Donc il ne s'agirait pas non plus de la gâcher quelque part. Voilà. Donc ouais, la data, elle est au cœur de notre stratégie business, de croissance, dans un usage qu'on veut responsable. Alors là, vous avez choisi un très beau cas d'usage, qui est un cas d'usage d'optimisation d'un processus de force de vente et comment vous apportez la modernité et en même temps de l'efficacité à votre force de vente. Mais je suis sûr que vous avez d'autres, parce qu'on adore les cas d'usage, je suis sûr que vous en avez d'autres dont vous pouvez nous parler. Oui, absolument. Bon, c'est sûr qu'on pourrait trouver des cas d'usage sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Là, on vient de faire un focus sur vraiment la donnée au service de la croissance. Ce qui est intéressant aussi dans ce que disait Mathieu, c'est que ça change, ce qu'on vient de voir dans le cas d'usage en tout cas qui a été évoqué, c'est que ça change complètement le métier de vendeur traditionnel. Hein. Donc non seulement bien évidemment il peut être source vraiment et créateur de valeur en engageant dans la discussion avec son client, et ça change même sa visite, le sens de sa visite et voir son parcours de visite. Donc ça paraît anodin comme ça, mais c'est des vrais changements fondamentaux, non seulement dans le métier, mais aussi même dans l'organisation elle-même. Il y a peut-être un cas d'usage qui nous est assez spécifique, nous, en tant qu'entreprise agroalimentaire, c'est lorsque la donnée est au service, par exemple, de la transparence alimentaire, pour renforcer la proximité et renforcer ce lien de confiance avec nos consommateurs. On vient de parler de croissance, moi je vais plutôt vous parler de confiance, et la confiance est elle-même, bien sûr, au service de la croissance. Confiance, c'est lorsqu'on parle à nos consommateurs aujourd'hui, ils veulent de plus en plus d'informations. Et ils veulent savoir comment le produit a été fabriqué, d'où proviennent les matières premières. Donc voilà, nos consommateurs sont extrêmement avides de consommation et à travers d'informations et de données. De traçabilité. De traçabilité. Et donc on a un exemple, nous, qui est un exemple qui nous paraît intéressant, qui est la blockchain. Donc on a été un des premiers acteurs agroalimentaires à mettre en place la blockchain sur certaines de nos marques emblématiques. La dernière étant Gigos, donc c'est du lait pour la nutrition infantile, donc c'est un produit extrêmement important sur lequel on est capable d'apporter une vraie traçabilité depuis l'origine, j'ai envie de dire, du lait qui arrive à l'usine jusqu'aux différentes étapes de fabrication, de contrôle qualité, etc. Aujourd'hui, grâce à la blockchain et grâce à un smartphone, vous scannez le QR code qui est sur l'emballage du lait Gigos, par exemple, et vous aurez toutes ces informations. Alors c'est pas uniquement, c'est pas du marketing, c'est pas juste une information. On va raconter effectivement une histoire sur toute la préparation de ce produit, mais c'est aussi un élément de réassurance extrêmement important pour nos consommateurs. Et ça, on l'a validé auprès de nos consommateurs. Et pour eux, c'est une information qui est pertinente. C'est vraiment une information qui est importante dans leur décision d'achat. Donc la confiance, effectivement, pour nous est un sujet extrêmement important dans la relation qu'on a avec nos consommateurs. Un autre exemple qui est assez intéressant aussi, toujours dans cette logique de transparence, j'ai envie de dire, c'est le Nutri-Score. Quelque part, avec le Nutri-Score, donc c'est un étiquetage nutritionnel, hein, donc qui permet aux consommateurs de faire un certain nombre de choix. Quelque part, c'est amener des informations qui étaient en back of pack, en front of pack. Donc on va, à travers un code couleur devant l'emballage, communiquer un certain nombre de données nutritionnelles pour permettre à nos consommateurs de faire un choix éclairé. Tout ça, que ce soit la blockchain ou que ce soit le Nutri-Score, ça veut dire bien évidemment beaucoup de données derrière qui sont stockées, qui sont organisées, qui sont bien évidemment gérées par Mathieu et son équipe et qui permettent effectivement de donner ces informations aux consommateurs qui, encore une fois, renforcent cette relation de confiance, renforcent la proximité. Il y a un autre élément, c'est lorsque, à travers la blockchain, j'ai peut-être passé un peu vite là-dessus, lorsque vous scannez, je vous invite à le faire, vous allez savoir d'où vient le lait, par exemple, qui arrive à notre usine. Mais vous allez savoir quel est l'agriculteur ou l'éleveur qui est derrière ce travail. Et c'est une façon intéressante de recréer du lien aussi entre l'amont agricole et le consommateur. Voilà, donc ça pour moi c'est un exemple, encore une fois on a parlé de croissance, bien évidemment
l'utilisation de la donnée qu'on va faire dans l'entreprise est toujours tournée vers une amélioration de la performance de l'entreprise, mais au-delà de la croissance, il y a aussi cette confiance qui est extrêmement importante dans la relation avec nos consommateurs, puis parce que c'est cette confiance, quelque part, va nous amener une préférence de marque. Alors, pour la préparation de l'étude des assises avec Jean-Rémy Gratadour, on vous a interrogé, on a interrogé Mathieu, et on a été très frappé de la clarté, ou alors vous avez été très convaincant, de la stratégie que vous suivez en matière de data. C'est-à-dire que en matière de stratégie, vous dites, nous, on est au service de Nestlé, donc quelles sont les priorités stratégiques de Nestlé, en quoi la data peut aider. En matière de gouvernance technologique, vous dites, les choix ont été faits d'architecture de la data. En matière de projet, vous dites, la multiplication des POC, c'est pas ça pour nous. Nous, on s'est focalisé sur 3 grands objectifs et on veut les délivrer, dont un qu'on a vu ici. Et en matière de gouvernance des data, c'est un point crucial, peut-être qu'on y reviendra, sur l'importance des données consommateurs, ce que vous avez abordé. Et donc, est-ce que, effectivement, votre politique stratégique en matière de data est aussi claire que ça, parce que vous nous avez vraiment convaincus quand on vous a interrogé. Tant mieux, que ce soit clair pour vous. En tout cas, nous, on a fait des choix et on les assume. Ces choix, d'ailleurs, ils ont été faits il y a plusieurs années dans l'entreprise. Et ça commence par ce qu'on appelle la gouvernance des données. De façon très simple, nous, on a décidé de mettre les datas en commun. Les datas de différentes sources, ça peut être issu de différents métiers, les métiers de la logistique, du commerce, du marketing, ou issus de différentes marques, de différentes catégories. On a vraiment des activités très très différentes entre le minéral, l'alimentation pour chiens et chats, des choses plus classiques que vous connaissez comme le café, le chocolat, le lait infantile. Donc tout ça, ce sont les catégories des marques qui existent, qui ont leur réalité, mais on a décidé de mettre ces datas en commun. Et on a pris ce choix, c'est pas un choix théorique, c'est un choix pratique, pour 2 raisons. La première, c'est un enjeu de qualité, pour passer aux standards de qualité dans les opérations de collecte, d'enrichissement, de structuration, de sécurisation de la donnée. On n'est pas dans la banque, mais nous, on a aussi quand même des velléités de bien protéger nos données et les consommateurs qu'il y a derrière. Voilà, donc c'est un enjeu de qualité. Et le deuxième, et c'est peut-être le plus important, c'est que ces data, elles soient disponibles quand on en a besoin pour alimenter les différents cas d'usage que j'ai juste commencé à effleurer tout à l'heure, notamment avec les cas d'usage dans la vente ou dans le marketing, mais aussi pour en assurer l'interopérabilité. On a beaucoup parlé de silos dans cette conférence. Nous, on n'a pas du tout envie que nos catégories et nos marques deviennent des silos de data. Alors évidemment, on ne surutilise pas, comme j'ai mentionné précédemment. On a un enjeu de responsabilité et de respect vis-à-vis de nos consommateurs et des données. Mais si on veut avoir une disponibilité, une interopérabilité, on a fait ce choix donc d'une gouvernance unifiée. Mais ça, c'est juste le début. On a fait, je pense, des choix plus forts. C'est aussi en termes d'organisation, comment on est structuré au digital. Moi, j'ai la chance d'avoir un département digital, une très bonne équipe, qui est composée de plusieurs pôles. Donc évidemment, il y a le pôle data, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais on a aussi, avec le pôle analytique, pour faire parler les données, on a aussi le pôle informatique et technologie, pour mettre en place des data products, des solutions qui soient vraiment pérennes, qui rentrent dans le champ applicatif, comme on dit. Et on a aussi le marketing et l'innovation. Parce qu'on se rend compte que l'innovation, de plus en plus, et même dès la phase de conception, intègre une dimension data. Donc c'est un choix, j'espère que c'est le bon, mais en tout cas on a décidé de faire bloc, de créer une espèce de pivot, de plateforme, pour que nos marques puissent se focaliser sur ce qui est plus important, c'est-à-dire la croissance et la performance et la confiance vis-à-vis des consommateurs. Voilà. C'est très clair. Et pour justement réussir à déployer cette stratégie, c'est une question pour vous, Christophe. Bien évidemment, il faut faire monter en compétence des collaborateurs. Il faut aussi, plus largement, développer une culture data. Alors, comment est-ce que vous vous y prenez pour cela ? Je vais commencer, mais c'est sûr qu'une entreprise comme la nôtre est confrontée à des transformations majeures, des transformations en plus qui s'accélèrent. Donc là, on parle beaucoup de la transformation numérique. On parle aussi beaucoup, en tout cas pour nous, de la transformation environnementale, écologique. Ce sont des transformations qui sont très très haut sur notre agenda. Et ce qui est intéressant entre ces 2 types de transformations, c'est qu'il y a un certain nombre d'analogies. Et notamment, il y en a une qui est évidente, qui est la montée en compétences. Que ça soit pour la transition environnementale, écologique ou la transition numérique,
il y a un réel besoin de monter les gens compétents. Ce sont des nouveaux domaines pour beaucoup de nos collaborateurs, ce sont des domaines techniques, ce sont des domaines qui demandent une véritable expertise, des nouvelles expertises, des expertises qu'on n'avait peut-être pas déjà dans notre organisation. Donc on doit faire venir un certain nombre d'experts, et puis on doit surtout, comme tout changement, accompagner ce changement. Donc c'est presque un enjeu, au-delà des enjeux technologiques ou des enjeux même d'expertise, c'est un enjeu de ressources humaines, c'est un enjeu de développement de nos collaborateurs, avec un véritable objectif, c'est d'embarquer tout le monde et de laisser personne sur le côté de la route. Parce que, encore une fois, il faut considérer l'ensemble de notre chaîne de valeur. Nous, on va de la production à la distribution, à la logistique de nos produits. Il faut qu'on soit capable d'accompagner tout le monde, que ça ne soit pas réservé simplement à quelques experts dans l'entreprise, parce qu'ils touchent un petit peu à la data et qu'ils ont ce type de compétences que d'autres n'ont pas. Donc, il faut être capable d'accompagner les gens, de les accompagner par métier, et puis... et de lever un certain nombre peut-être de questions, parfois d'anxiété de certains par rapport à cette transition. Et la meilleure façon, effectivement, c'est de mettre en place des programmes, je veux dire, avec nos ressources humaines d'accompagnement qui les rassurent sur ce type de transformation et surtout qui leur montrent à quel point ils peuvent se développer et à quel point ça peut aussi faciliter leur quotidien, faciliter leur travail et leur permettre d'être plus performants. Et pour vous, Mathieu, est-ce que votre équipe a un rôle d'ambassadeur finalement par rapport au reste de l'entreprise ? Déjà, moi, je suis complètement d'accord avec cette vision qu'on établit avec Christophe Tulcomex de ne pas d'éviter une entreprise à deux vitesses. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Alors oui, on a des formations spécifiques par métier, par niveau managérial. Je vous recommande la très bonne formation Data for Manager à HEC. J'étais poisson pilote avant le Covid, c'était donc il y a 2 ans, mais 10 ans dans notre tête. Non, plus sérieusement, là on est en train de lancer quelque chose de très important pour nous ce mois-ci, cette année, ce mois-ci, qui est ce qu'on appelle un passeport digital. Alors d'autres l'ont fait avant nous, en tout cas nous ça nous tient à cœur. C'est un programme de formation qui va concerner tout le monde, de l'agent d'accueil à Christophe Cornu. On va donner en fait un socle commun, un socle de connaissances sur ce qu'il faut savoir pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui, qui se digitalise. Donc c'est tout ce qui concerne l'acquisition, la protection de la data, tout ce qui va concerner la cybersécurité, qui, comme on le sait, est un énorme enjeu, il n'y a qu'à lire la presse. Les outils informatiques aussi, pour apprendre à bien communiquer, à bien collaborer. Et puis, ce qu'on appelle les façons de travailler, l'agile, qui est devenu un mot un peu valise. Mais c'est vrai qu'on a des nouvelles façons de travailler et de collaborer qui sont permis justement par ces nouveaux cas d'usage, par le digital et par la data. Donc on veut vraiment on met en place un cycle de formation qui est très court, c'est sur une journée, qui est une reconnaissance interne, une certification interne. Donc c'est très pragmatique, très pratique, et ça on va le déployer pour tout le monde. Donc on va commencer par notre siège social, on a comme 2000 collaborateurs à Issy-les-Moulineaux, et on est en train de l'adapter, parce qu'on ne peut pas évidemment faire exactement la même chose, pour la force de vente, pour les boutiques Nespresso, et évidemment on ne va pas les oublier pour nos usines. On a 18 usines en France, on en est très très fiers, et eux aussi doivent être embarqués, même si elle est différente que pour une personne qui travaille au siège social, ils doivent aussi être embarqués dans la transformation numérique. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire et sur le cas d'usage qu'on a eu. Parce que vous avez souligné que cette innovation pour la force de vente est transformationnelle sur le travail de la force de vente. Et vous avez dit c'est très important d'embarquer nos collaborateurs. Alors, si j'étais un vendeur, et qui plus est un vieux vendeur chez Nestlé, je me verrais avec méfiance l'arrivée des algorithmes, des machines. Comment est-ce que vous avez géré dans le projet la participation de vos vendeurs et du coup en faire des partenaires de votre transformation? Je te laisserai aussi compléter, mais je pense que Thierry en parlait un petit peu. D'abord, on commence toujours par un pilote. Donc là, on a vraiment travaillé avec une équipe rapprochée. Et quelque part, on cherche un succès pour pouvoir le partager et avoir cet effet quelque part de reconnaissance du pilote pour pouvoir communiquer aussi avec les autres équipes. Après, on met en place tout un programme effectivement d'accompagnement. Encore une fois, on apprend beaucoup de ce type de pilote. C'est tout un parcours quand même nouveau pour nos vendeurs.
À partir de là, on est capable de créer ensuite un parcours beaucoup plus structuré en fonction des feedbacks qu'on reçoit pendant le pilote et de déployer justement ces fameux accompagnements au changement, ces fameuses formations spécifiques. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose, Mathieu ? Mais complètement, de toute façon, on passe par un pilote. On n'a pas la baguette magique, mais on a quand même quelques ingrédients de succès. Le premier, c'est qu'on a d'emblée créé une équipe pluridisciplinaire avec des experts de la data et des vendeurs, des chefs de secteur, des chefs de région, qui faisaient partie donc de l'équipe projet. Il faut savoir que les algorithmes, au tout début du projet, faisaient des recommandations totalement fausses. Un algorithme, c'est très bête, hein. Donc en fait, c'est nos vendeurs qui sont intelligents et c'est eux qui ont entraîné les algorithmes. En fait, ils ont entraîné les algorithmes à avoir en temps réel, partout, dans tous leurs magasins, ce qui est impossible à faire physiquement, des antennes. Image d'antenne, image de GPS, voilà, qui va leur remonter les informations. Donc il n'y a pas de dépossession. C'est vraiment une augmentation de leur métier et ça leur donne les moyens de s'assurer que toutes leurs visites sont vraiment à valeur ajoutée et de pouvoir factualiser encore plus le dialogue avec les magasins qui se professionnalisent de plus en plus. On a entendu tout à l'heure un distributeur, on voit que le niveau monte. Voilà, et nous aussi, on monte avec. Puis je pense qu'à travers ce pilote, on a pu démontrer que le travail s'enrichissait. C'est vraiment, là, la donnée permet de changer complètement le dialogue, le discours, j'ai envie de dire quelque part l'intérêt même de la visite. Donc c'est pas juste de l'observation de magasin avec quelques constats, c'est vraiment être capable d'arriver comme un provider de service ou un créateur de valeur pour le magasin. Ça change complètement la relation et effectivement, je pense que ça apporte aussi encore davantage d'intérêt dans le métier. Et justement, quel type de relation vous allez avoir avec le retailer? Parce que vous parliez des ventes qui sortent du ticket de caisse. Cette caisse, elle est chez un retailer aussi. Donc c'est de la data qui est partagée. Comment ça se passe? Bon, on est en plein dedans et je m'inscris complètement dans ce qui a été dit ce matin. On est effectivement dans un mode très collaboratif. Après, il faut être assez humble sur ce type de sujet parce qu'on est au début. Donc il faut, je dirais, avant de courir, il faut savoir marcher. Et on est dans l'étape où on apprend à marcher ensemble sur ce type de projet. Parce qu'encore une fois, on passe par des pilotes. Et je pense qu'on est tous convaincus des deux côtés des gisements de valeur qu'il y a dans l'utilisation de cette donnée de façon plus intelligente. Et on a beaucoup parlé de personnalisation ce matin, et c'est effectivement un sujet qui nous tient également particulièrement à cœur, puisque c'est une façon de parler à nos consommateurs de façon beaucoup plus pertinente et beaucoup plus pointue. Mais encore une fois, il faut passer par ces pilotes. Il faut voir quelle est effectivement la valeur générée à la suite de ces pilotes. Et ensuite, j'ai envie de dire, ça sera assez facile d'aller très très vite dans ce type de partenariat. Donc on a beaucoup de pilotes avec différentes enseignes pour justement apprendre. Et encore une fois, on y va de façon très modeste et très humble pour apprendre vraiment et puis s'améliorer et puis être capable de vraiment de pouvoir démontrer aussi en interne que cette data, elle a peut-être plus de valeur que la data classique qu'on utilise pour faire des campagnes marketing. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le retail peut nous mettre à disposition un certain nombre de plateformes qui nous permettent d'être plus efficaces. Maintenant, il faut le prouver. Et puis une fois qu'on l'aura prouvé, ça va être extrêmement facile. C'est de toute façon un enjeu. On est totalement convaincu. On est dedans, on est pilote, on a plusieurs collaborations en cours. C'est un enjeu qu'on doit relever en tant que chaîne de valeur. C'est un terme un peu techno. Si nous, on ne le fait pas, d'autres le feront, qui sont digital natifs, qui sont intégrés, comme les Amazon. Eux, la data, c'est comme ça qu'ils font de l'argent, c'est comme ça qu'ils font du business. Donc nous, il faut qu'on sache, avec nos distributeurs historiques, collaborer de façon efficace. Il y a évidemment des challenges, et c'est pour ça qu'on fait des pilotes et qu'on va le relever ensemble. Il y a d'abord un challenge d'interopérabilité. Nous, on a déjà nos systèmes. Amener tout le monde à utiliser correctement les systèmes, c'est déjà une gageure. Vous imaginez si en plus je vais dire à nos équipes marketing et vente, tiens, tu vas aussi travailler sur plusieurs interfaces, plusieurs plateformes. Ça, c'est pas possible. Donc la bonne nouvelle, c'est que la donnée permet de s'abstraire des applications ou des plateformes tierces, mais donc il ne faut pas se tromper d'enjeu. Le deuxième, c'est que cette donnée-là, il faut que eux et nous la respectons. Elle n'est pas anonymisée pour eux, elle n'est pas anonymisée pour nous, mais entre nous, elle doit être anonyme. Donc il faut qu'elle reste opérable, il faut qu'elle reste activable, mais en respectant quand même la confidentialité de leurs consommateurs et nos consommateurs qui se trouvent être les mêmes, mais on ne peut pas partager cette information-là. Et la dernière, après, c'est qu'il faut rester simple. Il faut rester simple et pratique. Il faut que les cas d'usage, on les mette en œuvre assez vite, de façon pragmatique, parce que, encore une fois, ces acteurs intégrés que je mentionnais avant, eux, by design, ils n'ont pas besoin de se mettre d'accord avec un partenaire. Donc on est vraiment à fond dedans, on y croit. Il y a plein d'opportunités, mais on est en train d'apprendre en tant qu'industrie.
Écoutez, il ne me reste qu'à vous remercier. En tout cas, merci pour cette visite dans cette marque de 150 ans, où règne la confiance, le désir aussi de protéger la nature, hein, et puis de créer de la valeur pour vos clients, pour vos collaborateurs. Voilà, un grand merci. Merci de votre accueil.